On m'a demandé de vous parler d'une endocardite infectieuse. Donc voilà, j'ai choisi un cas d'endocardite infectieuse où il y a 2-3 points de réflexion qu'on va faire ensemble. Alors c'est une session qui se veut interactive, donc il y a certains moments où vous allez pouvoir voter avec vos smartphones et je vous engage à le faire. Donc notre patient, il a 74 ans. C'est un patient qui n'a pas d'antécédents particuliers, il est hypertendu, un diabète de type 2, il a une prothèse totale de hanche et il est hospitalisé en orthopédie pour une infection de sa prothèse totale de hanche. Jusqu'à là, rien de particulier. Les orthopédistes l'opèrent, extraient la prothèse, la remplacent, et la culture de prothèse ainsi que les hémocultures reviennent positives à Streptocoque gordoni. Alors l'interne d'orthopédie trouve ça bizarre, appelle le SMIT, et on lui dit ah, bah, tu sais, c'est quand même une bactérie qui est pourvoyeuse d'endocardite, et il faudra que tu élimines l'endocardite. L'interne d'orthopédie se rappelle ses cours quand il était externe, et on lui a dit bah, l'échographie c'est fini dans l'endocardite infectieuse. Maintenant, c'est le TEP scanner, donc il demande un TEP scanner en première intention pour éliminer l'endocardite. Donc ce TEP scanner, le voici. Donc le patient a un TEP scanner en première intention, il est à jeun depuis la veille au soir, et le TEP scanner répond il y a une fixation valvulaire aortique. Donc je vous laisse regarder le TEP scanner parce que vous vous en doutez, il y aura des questions dessus. Voilà. Et donc ma première question, je vais vous lire les questions pour vous laisser le temps de sortir vos smartphones. Il faut flasher le QR code, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit au preview. Donc, est-ce que vous pensez que de toute façon, une fixation cardiaque sur un TEP scanner, c'est normal et c'est physiologique? Est-ce que vous pensez que dans le cas de notre patient, cette fixation, elle est quand même évocatrice d'endocardite? Est-ce que vous pensez que d'un point de vue général, le TEP scanner, il est performant dans le contexte des endocardites sur valve native? Et est-ce que vous pensez finalement que la réflexion de l'interne d'orthopédie était la bonne? S'il n'y avait pas eu de fixation sur le TEP scanner, il aurait pu éliminer le diagnostic d'endocardite. Donc là, si vous votez, j'imagine que ça marche. Il se passe des choses. Okay. Donc, on prend encore une minute pour ceux qui n'ont pas eu le temps. C'est un peu dur sur les smartphones. Ça, ou alors je clique que quand c'est les bonnes réponses, mais c'est assez... Okay. Bon, je pense qu'on peut terminer le vote. Et donc, on a les bonnes réponses, c'était la 1 et la 2. Vous inquiétez pas, on va les détailler. Et c'est intéressant parce que finalement, on voit que c'est assez balancé les réponses. Alors, hop. Donc, le premier point. Est-ce que la fixation cardiaque, elle est normale et physiologique? Sur un TEP scanner, oui. Donc sur un TEP scanner, si vous ne faites rien, si vous demandez un TEP scanner sans préparer votre patient, vous allez avoir une fixation cardiaque. Pourquoi? Parce que le TEP scanner, on utilise du fluorodésoxyglucose. C'est un analogue du glucose qui est marqué avec du fluor qui va rayonner, qui va permettre de voir. Et ça marche comme le glucose. Donc dans une situation normale, votre myocarde, il consomme du glucose. Et donc le fluorodésoxyglucose va rentrer dans les myocytes et va s'y retrouver piégé. Et ça va rayonner. Donc un TEP scanner sans préparation, c'est ça. Vous avez un cœur qui scintille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut supprimer cette fixation. Comment on fait pour supprimer cette fixation? Il faut switcher le métabolisme du myocarde vers le métabolisme lipidique pour éteindre le signal. Et pour ça, comment on fait? On met le patient à jeun pendant au moins 12 heures, ce qui fait que ça diminue les taux d'insuline. Et en fait, les capteurs qui font rentrer le glucose dans les cellules sont dérégulés. Et parallèlement, le dernier repas avant que le patient soit à jeun, vous faites un repas très riche en gras et en protides pour switcher le métabolisme, ce qui fait que le cœur va se mettre à consommer les acides gras et vous voyez sur le TEP scanner, le cœur disparaît. Et en fait, le petit twist, le truc intéressant, c'est que ça ne s'applique pas aux cellules inflammatoires. Lorsque vous avez de l'inflammation, les cellules, elles ont des récepteurs pour le glucose qui sont indépendants des taux d'insuline, donc ça va toujours faire rentrer le fluorodésoxyglucose et ça va fixer. Donc c'est tout l'intérêt du PET scanner dans les maladies inflammatoires cardiaques, c'est lorsque vous avez de l'inflammation, ça va fixer et vous avez la possibilité d'éteindre ce qui est du myocarde sain. Donc ça c'est important parce que si vous ne faites pas la préparation pour votre malade avant de demander un TEP scanner dans un contexte de recherche d'endocardite, de recherche de sarcoïdose, eh bien ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas les réponses.
Donc chez notre patient, oui, le patient était à jeun depuis 12 heures, on le voit très bien, le signal du myocarde il avait été annulé, donc c'est pas normal que ça fixe. Le deuxième point qui est important, c'est que les valves, il n'y a pas de myocytes dans les valves, c'est du tissu conjonctif, c'est de l'endocarde, donc ce n'est pas censé de toute façon consommer du glucose et fixer. Et là c'est une valve qui fixe, donc c'est anormal, donc oui c'était suspect d'endocardite. Alors il y en a dans la salle qui doivent être pas très à l'aise et qui sont en train de se dire qu'est-ce qu'ils nous racontent. Le TEP scanner dans l'endocardite, c'est pas sur les valves natives, c'est sur les prothèses, le matériel prothétique. Vous avez raison. Les recommandations de 2015 vous le disent parfaitement. Dans l'algorithme diagnostique, on ne doit utiliser le TEP scanner que sur les endocardites sur prothèse, et ce après avoir utilisé l'échographie. Si l'échographie n'est pas concluante, on va proposer un TEP scanner et on ne le fait pas sur valve native. On ne le fait pas sur valve native, pourquoi ? Parce que si les performances diagnostiques sont excellentes pour le TEP scanner sur prothèse, elles sont très mauvaises sur valve native. Donc ça, c'est une méta-analyse parmi tant d'autres, mais c'est toujours les mêmes résultats. La sensibilité d'un TEP scanner sur valve native pour le diagnostic d'endocardite, c'est aux alentours de 30%. Donc en pratique, vous prenez 100 endocardites, avec le TEP, vous en diagnostiquez 30. C'est nul. Par contre, comme c'est toujours la même chose, quand la sensibilité elle est basse, la spécificité elle est haute. Donc quand ça fixe, c'est souvent ça. Donc, ce qui nous permet de revenir un petit peu sur le quiz. Et donc, on pouvait répondre comme ça. Oui, la fixation a été fortement évocatrice d'endocardite, d'une part parce que c'était bien préparé, et de l'autre parce que la spécificité et la valeur prédictive positive, elles sont importantes dans ce cas particulier. Par contre, le TEP scanner n'est pas performant. La sensibilité, elle est basse, et surtout, si c'est le seul message que vous devez retenir, ce qu'on ne doit pas faire, c'est sur valve native, utiliser cet examen pour éliminer le diagnostic, parce que là vous allez faire des bêtises, parce que la valeur prédictive négative, elle est très mauvaise. Donc, la réflexion de l'interne orthopédie, de se dire si mon TEP scan est négatif, il n'y a pas d'endocardite, ça ne marche pas, ça fait faire des bêtises. Est-ce que tout est à jeter pour le TEP scanner sur les valves natives? Pas forcément, je vous montre 2-3 choses qui arrivent. Il a été montré un truc assez intéressant, c'est qu'en règle générale, dans l'endocardite, vous avez une hyperfixation splénique et de la moelle osseuse, et que c'est en train d'être proposé comme nouveau critère diagnostique dans l'endocardite, évidemment si vous n'avez pas d'hémopathie ou de néoplasie sous-jacente, et c'était le cas de notre patient. Ça c'est l'image de notre patient à droite, il avait une hyperfixation splénique. La hyperfixation, elle se définit par rapport à la fixation du foie. Le deuxième point, c'est que le TEP scanner dans l'endocardite, c'est pas que du diagnostic. Il y a ce papier marseillais très important et très intéressant qui a étudié l'impact pronostique de la fixation valvulaire sur prothèse et sur valve native dans l'endocardite au TEP scanner, et qui montre que sur prothèse c'est très net, il y a un impact pronostique, plus ça fixe, plus les patients meurent. Sur valve native c'est moins net parce qu'encore une fois il y en a peu qui fixent, mais quand ça fixe, vous avez des endocardites plus graves, et en particulier sur le risque embolique, et c'est là que c'est intéressant, indépendamment de la taille des végétations. Vous savez que notre critère pour évaluer le risque embolique, pour l'instant, c'est essentiellement la taille des végétations. Eh bien, peut-être que la fixation au PET scanner est un nouveau critère, il y a plus de risque embolique. Et enfin, si on met tout ça ensemble, vous avez ce papier assez récent de Xavier Duval qui se pose la question de l'utilisation en systématique du TEP scanner dans l'endocardite, qu'elle soit sur prothèse ou valve native, et ils ont réussi à démontrer que si vous le faites, eh bien dans 40% des cas, vous changez la conduite à tenir. Plutôt au niveau diagnostique, ça vous améliore le diagnostic sur prothèse, et plutôt au niveau thérapeutique sur valve native, parce que vous isolez des patients plus graves, mais surtout, dans plus de 50% des cas, vous trouvez des emboles périphériques qui vont peut-être entraîner une modification thérapeutique. Vous allez trouver une artère qu'il va falloir laver, vous allez trouver un anévrisme mycotique dans une artère qu'il va peut-être falloir opérer, vous allez trouver une spondylolisite où il va falloir changer les traitements, peut-être prolonger les traitements avec une meilleure pénétration osseuse, et ainsi de suite. Donc vous allez avoir un vrai impact pour le patient. Donc se pose la question, peut-être que les prochaines recommandations vont vous dire, en effet, il faut faire un TEP scanner chez tous les patients, mais il va falloir savoir l'interpréter. On va revenir sur les choses qu'on sait faire. Donc nous, on nous a confié le patient, on a fait ce qu'on sait faire, une ETO, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'ETO confirme le diagnostic d'endocardite. Bon, ce n'est pas d'énormes végétations, mais il y a un épaississement assez net des cuspes valvulaires aortiques. Il y a une petite fuite aortique dont on a du mal à isoler l'origine. Le traitement, donc nous on traite, c'est du streptocoque gordoni, on choisit plutôt de la rocéphine, avec l'idée que la rocéphine c'est assez facile à donner en ambulatoire avec un prestataire, et donc on propose de faire entrer le patient chez lui avec de la rocéphine pour 4 semaines. Et donc ma deuxième question va être celle-ci, à savoir qu'est-ce que vous prévoyez pour le suivi? Donc est-ce que pour vous une consultation
À la fin du traitement avec l'infectiologue, ça suffit pour vérifier qu'il n'y a pas de toxicité des antibiotiques et vérifier qu'on peut vraiment arrêter. Est-ce que vous proposez une ETT systématique, une ETO, ou est-ce que vous proposez rien du tout? Au final, c'est des patients qui restent longtemps à l'hôpital et on va dire que c'est assez suffisant pour eux. Je vous laisse voter. Ok. Donc, je vais terminer le vote. Je pense qu'on est tous d'accord et donc il y avait 2 bonnes réponses. Hein. Je ne sais pas s'il faut faire une ETT ou une ETO, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Alors, on va un peu redébriefer ça, tout ça. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que vous avez dans les recommandations. Mais les recommandations sur l'endocardite, on s'intéresse beaucoup au diagnostic, beaucoup au traitement, c'est très très bien, il y a des tableaux sur les antibiotiques. Puis la partie suivie, en fait, on en a marre de lire, c'est 70 pages en anglais, et on laisse tomber, mais il y a des choses assez précises. Et donc, si vous regardez les recommandations européennes et américaines, vous voyez une chose qui est assez nette, c'est qu'il est recommandé de proposer une évaluation échographique à la fin du traitement. C'est comme sur les prothèses en post-opératoire, c'est une écho de base qui va vous permettre de suivre le patient après, donc celle-là, elle est indiquée. C'est plutôt une ETT pour les Européens. Les Américains vous disent qu'on peut faire une ETT, mais plutôt une ETO dans les cas compliqués. Ensuite, dans les recommandations de la Société européenne d'imagerie, on va un peu plus loin sur le monitoring pendant le traitement de l'endocardite, et il est noté qu'il est raisonnable de proposer une ETT par semaine, je ne sais pas qui fait ça, mais une ETT par semaine, voire une ETO par semaine dans les cas compliqués. Il cite l'exemple d'une endocardite survélative à streptocoque comme notre patient, une ETT par semaine, ça suffit, mais une endocardite à staphylocoque sur une prothèse, peut-être qu'il va falloir regarder en ETO parce qu'il y aura potentiellement des abcès. Et ensuite, pour les Européens, on propose un suivi avec une échographie à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Donc le message de tout ça, c'est que le patient qui a fait une endocardite, ce n'est pas un patient de maladie infectieuse, c'est un nouveau patient cardiaque et c'est un patient que vous allez devoir suivre et que vous allez devoir revoir. Donc ça, est-ce que c'est fait? Je vous partage ces données-là qui sont intéressantes. C'était une enquête de la Société européenne d'imagerie cardiaque. C'était 100 labos d'écho et ils demandaient un peu quelles sont leurs pratiques pour le suivi des endocardites. Alors c'est intéressant parce que c'est que des centres experts, mais vous voyez qu'il y en a un tiers qui n'avait pas de protocole standardisé en cas d'endocardite, donc ça dépendait du médecin sur qui le patient tombait. Il y avait quand même la moitié des centres qui proposaient au moins une échographie chez le cardiologue de ville, 30% qui préféraient faire revenir les malades dans des centres spécialisés, et quand même 10% des patients à qui on ne proposait rien, qui partaient dans la nature après leur endocardite. Donc ça, c'est un point majeur, c'est quelque chose qu'il faut essayer de protocoliser, qu'il faut avoir en tête. Il y a plein de choses à faire avec les patients après les endocardites, il faut les éduquer. Vous savez qu'ils deviennent, après une endocardite, ils basculent dans le groupe des patients à risque de refaire une endocardite, notamment lors des soins dentaires, et donc ils ont besoin d'une prophylaxie, donc il faut leur expliquer, il faut les éduquer, il faut leur expliquer que les soins dentaires, pour le coup, il va falloir les faire régulièrement, que s'ils sont dans des familles à risque de polypes, il va falloir faire des coloscopies, il ne va pas falloir laisser traîner des panaries, des choses comme ça, jamais d'antibiotiques en prophylactique, faire des hémocultures en ville, vous pouvez leur faire même des ordonnances d'avance pour faire des hémocultures s'ils ont de la fièvre inexpliquée, il y a toute une éducation, donc rassurez-vous, il y a plein de choses à faire en consultation avec ces gens, c'est des consultations qui sont intéressantes. Donc nous, on avait pris, pour terminer avec notre dossier, le parti de lui proposer une ETO en fin de traitement. Donc le patient était rentré chez lui, il revient et on lui fait cette ETO. Et pourquoi est-ce qu'on avait décidé de faire une ETO plutôt qu'une ETT? C'est un peu la position des recommandations européennes. Nous, on fait au cas par cas. Et là, moi, ce qui me plaisait pas, c'était cet épaississement des feuillets. J'avais un petit doute sur une absédation de ces feuillets valvulaires et j'avais envie de voir sur ce que ça devenait. Et donc là, le patient allait très bien. On a eu quand même la surprise de le voir revenir avec une insuffisance aortique massive et une perforation, un délabrement valvulaire, donc une bombe à retardement avec un patient qui a un ventricule gauche qui n'est absolument pas dilaté. Et donc, vous imaginez comment ça a fini, cette affaire. Donc, évidemment, on lui a proposé une chirurgie cardiaque. Alors, on aurait pu discuter du timing dans la mesure où il était asymptomatique, mais vous savez que les insuffisances aortiques aiguës sur les VG pas dilatés, ça finit rarement bien. Et ça, c'est la petite diapo de conclusion. Après, on fera les messages rapportés à la maison, mais c'est finalement, je me suis amusé à reprendre les photos, les constatations opératoires et le TEP scanner initial, et vous voyez que en fait, quand ça marche pas mal, parce que la correspondance anatomique, c'est assez précis. Donc voilà, probablement qu'il y a des progrès à faire
Il y a d'énormes progrès à faire pour le TEP scanner sur valve native, mais dans le futur, peut-être que ça aura une place un peu plus importante que ce qu'on voudrait penser. Donc les messages, voilà, le TEP scanner, tout le monde a ce mot à la bouche pour les endocardites. Attention, pour l'instant, c'est plutôt dans les endocardites sur prothèse. Si malencontreusement il est fait sur valve native, il ne faut pas tout jeter. Il y a probablement des informations à prendre dessus, notamment les localisations périphériques. Et enfin, le deuxième point vraiment capital, c'est le suivi des endocardites. Une endocardite, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez un nouveau patient de cardiologie qu'il va falloir accompagner, suivre en échographie. Et le risque, c'est évidemment la récidive d'endocardite, mais c'est assez rare, mais surtout le délabrement valvulaire qu'il va falloir savoir diagnostiquer. Je vous remercie pour votre attention.